Charles Boisseau. Tu te réveilles ce matin. Tu es dans un des squats que tu as réussi à ouvrir la nuit dernière. Un appartement vide dans Halte Paris, du côté du secteur Saint-Denis. Et tu te réveilles un peu gêné par tes mains. Ce matin, ta main gauche te démange, et notamment tes deux doigts. Que vois-tu? Que vois-tu sur tes doigts? Je sens surtout une odeur de métal, odeur du cuivre, mais comme je vois des rouages, des vérins. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais quelle est la maladie dont tu es atteint. C'est le syndrome Haussmann. Je suis condamné. Tu es condamné. Tu ne sais pas si c'est à brève ou moyenne ou longue échéance, mais tu es condamné. Et ce matin est un jour important, car ça fait déjà quelques semaines que tu as quitté l'usine, notamment le jour où tu t'es rendu compte que ça y est, ça apparaissait sur tes mains. Tu l'avais ressenti comme des petits picotements, voilà, ça ne se voyait pas, mais il y a quelques semaines, la peau de tes doigts a commencé à s'effilocher, laissant apparaître ces mécanismes et ces petits vérins, ces petits pistons. Tu ne ressens pas spécialement de difficulté pour l'instant à bouger tes doigts, mais voilà, tu as compris ce qui t'arrivait et donc tu as décidé de résoudre une vieille histoire familiale. Dans ta famille, tes parents sont morts maintenant depuis quelques années. Ils sont morts assez jeunes, ton père est mort à 47 ans et ta mère l'a suivi quelques années après, à l'âge de 49 ans. Et toutefois, il y avait un secret dans cette famille, un tabou. Un tabou dans cette famille dont personne ne parlait, c'était celui de ton grand-père. D'ailleurs, tu lui dois un de tes objets, celui que tu portes autour de ton cou. Petite médaille. Cette petite médaille, ouais. Médaille de Saint-Christophe. Et il te reste une dernière chose de ton grand-père, c'est cette photo. Cette photo de ton grand-père et de ta grand-mère, tous les deux, aucun des deux, tu ne les as jamais rencontrés. Néanmoins, au dos de cette photo de mariage, il y avait des initiales qui t'avaient interloqué. Et quand on avait parlé à ton père et à ta mère, jamais ils ne voulaient pas en parler. C'est un sujet qu'on n'évoquait pas dans la famille et il fallait surtout pas en parler. Derrière, il y avait une petite dédicace marquée merci. Merci pour cette journée de la part de WR. Et il t'a fallu longtemps avant de comprendre d'où venaient, qui étaient ces initiales et d'où ça pouvait venir. Et en fait, après avoir discuté, alors tu avais commencé des recherches il y a quelques années, peu avant la mort de tes parents, mais tu avais commencé d'ores et déjà à voir un petit peu, à essayer de te renseigner et on t'avait dit voilà ton grand-père on l'a pas bien connu, il a disparu il y a longtemps pendant les grandes grèves, mais c'est flou tout ça. Et un vieux qui travaillait dans une des usines pas très loin que tu avais rencontré au café, il avait reconnu ton grand-père, il a fait ah mais je le reconnais lui, c'était un copain à Willy. Willy Ronny. Voilà. WR. Et ça t'a fait tilt. Et donc, aujourd'hui, tu te dis, voilà, je peux plus attendre, il faut que j'y aille. Et donc, tu as notamment eu recours à tes contacts pour pouvoir obtenir l'adresse de ce Willy Ronny. Et donc, ce matin, après que tu aies pris un petit café, tu vas te rendre au Métropolitain et tu vas te rendre à Halte Barcelone. Car c'est là, dans cette partie de la Titanopole d'Europol, là, que tu
que tu penses pouvoir le trouver. C'est à peu près dans ce coin-là. On t'a donné une adresse, tu espères pouvoir rencontrer cette personne. Et donc ce matin, eh bien, tu sais décider, tu vas aller le rencontrer. Comment te prépares-tu? Est-ce que tu mets une tenue particulière? Est-ce que... Voilà. Comment tu te présentes? Je me présente simplement. Mes vêtements, pas du dimanche, c'est-à-dire vêtements habituels. Je suis un ouvrier. Je sais pas de... C'est mes beaux vêtements, mais bon, ils valent pas grand-chose. En fait, je suis plus stressé par cette rencontre. J'enchaîne les clopes à l'arrivée du train. Je cherche l'adresse, je demande des renseignements. Alors on Dans le finit quartier. par t'aiguiller dans un... En fait, si tu demandes Willy Ronny, personne ne le connaît dans le coin. Par contre, L'adresse. clairement, l'adresse, oui, par contre, on te l'indique. De fil en aiguille, tu finis par trouver dans les rues. Alors, c'est pas très compliqué pour toi, hein. Tu as depuis maintenant plusieurs années, hein, depuis 3-4 ans quand même, que bon, t'as vivoté dans Paris. T'as l'habitude de te repérer dans ces rues absolument inhumaines et sombres, et puis voilà, que sont les rues des Titanopoles. Je sais comment s'organisent les administrés. Voilà. Mais il y a quelque chose qui attire ton regard depuis ton départ de chez toi jusqu'au métropolitain, et même quand tu arrives à Barcelone, à Halte Barcelone, il y a des affiches partout dans la rue. Ça attire ton regard, il y en a un peu partout, et ces affiches, c'est un appel. Alors, tu jettes un œil, et il y a une phrase qui attire ton regard dans cet appel. Quelle est-elle? Chaque pensée libre est une victoire. Et quand tu continues à lire cet appel, eh ben en fait, c'est un appel aux armes, c'est un appel à la résistance. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a quelques mois, ça a fait scandale, hein, Albert Einstein a disparu, après avoir dit 2 ans plus tôt que les extraterrestres, les étrangers que nous devions accueillir, tout ça, ça n'existait pas. Et donc Einstein a disparu, et là, tu vois, en ce matin du 20 novembre 1950, cet appel, un appel à la résistance. Alors, pour l'instant, tu gardes ça dans un coin de ta tête, mais tu as un autre objectif qui est celui de rencontrer Ronny. Alors tu finis par trouver la rue, le numéro de cette rue, et là, tu vois, petite bicoque, un rez-de-chaussée, un étage, petite maison ouvrière, en banlieue, vraiment en dehors des centres habituels, hein, vraiment on est en périphérie, et tu arrives devant cette porte. Que fais-tu? Je regarde la boîte aux lettres, il y a un nom, une sonnette. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres, il n'y a pas de boîte aux lettres, et il n'y a pas de sonnette. J'observe les alentours, est-ce que je vois, on va dire, une activité récente? Fais-moi un jet. Tu me lances un des 10. 9. 9. Qu'est-ce que tu cherches à voir exactement? S'il y a par exemple un vélo, quelqu'un qui se déplace en vélo, s'il y a des traces de pneus. Alors il y a des voitures dans la rue, hein. Alors après, on est en plein jour, hein, donc il n'y a pas de lumière qui ressort spécifiquement. Le terrain est entretenu, je ne sais pas. Alors il n'y a Est-ce pas que de ça a terrain. l'air- Il n'y a pas de C'est terrain. vraiment juste la maison. Ouais, c'est la maison, en fait, t'as des rues entières de maisons comme ça, alignées les unes, collées les unes aux autres, et sur une rue qui fait près de 700-800 mètres, hein. C'est très très long. C'est une très grande rue. Tout est perpendiculaire, tout est... Voilà, ça ressemble exactement à certains secteurs d'Alte Paris, hein, secteur périphérique d'Alte Paris. D'accord. Mais écoute, je m'approche tout simplement et je frappe à la porte. Patiente. Il n'y a pas spécialement de bruit.
Et à un moment donné, t'entends clac, 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 clac. Bon, Qui recule d'un est-ce? pas. Qui est-ce? Je m'appelle Charles. Ou- Je crois que je cherche une personne qui aurait connu mon grand-père, Jean Charles comment? Poisseau. T'entends des pas derrière la porte. Qui au bout de 1 minute 30 reviennent. Et on t'ouvre la porte. Là, tu vois un homme d'une trentaine d'années, à peu près dans tes âges. Peut-être un poil plus jeune, mais c'est difficile à estimer. Et il te dit, allez-y, entrez. Je m'essuie les pieds. Voilà, C'est le paillasson. Toujours respectueux de ça. très bien. Et Merci. on t'emmène à l'étage. Et on t'emmène dans un petit bureau. Alors tu vois, la maison, franchement, elle paye pas de mine, hein. Les murs sont décrépits. C'est difficilement... C'est propre. Tu vois, c'est propre parce que ces gens-là ont une certaine dignité, en fait, aussi, hein. C'est Ils toujours mieux que prennent chez moi. soin de leur intérieur malgré tout, mais tu sens clairement que ça sent pas le luxe. On n'est clairement pas dans un habitat luxueux. La tapisserie se décolle un peu à droite à gauche, quelques peintures s'écaillent par-ci par-là. On te fait monter à l'escalier et on t'emmène dans une petite pièce. Alors tu vois que sur le palier, il y a 3 pièces, enfin il y a 3 portes, et puis on te fait rentrer dans l'une d'elles qui s'avère être un bureau. Un bureau avec des affiches au mur. Euh, Ces affiches, elles sont anciennes. Ces affiches, elles sont même un peu défraîchies comme les images. Elles auraient une trentaine d'années, que ça t'étonnerait pas. Elles sont pas d'hier. Et ces affiches, bah, quand tu lis les messages, clairement, ce sont des appels à la grève. Des ouvriers et des ouvrières, le point levé. J'ai un petit sourire en lisant les mots. Voilà, et donc tu t'assois, on t'indique un fauteuil, et puis bah, tu patientes, Merci. et au bout de... Et la personne ressort. Elle ne t'a pas donné son nom. Et cette personne revient 5 petites minutes plus tard, avec à son bras un vieil homme. Un vieil homme que voici. Voilà. Je me lève. Non, il te dit, asseyez-vous, Monsieur Boisseau. Merci. Je suis Willy Ronis. Que désirez-vous, Monsieur Boisseau? Je désire vous rencontrer et je crois que c'est fait. J'ai fait une longue route pour venir vous voir. Voilà, je, je cherche à en savoir plus sur l'histoire et la vie de mon grand-père et notamment une période de sa vie. Votre grand-père, Jean. Jean. Oui, Jean. Ah, Jean. Oui. Vous vous souvenez de lui? Oh, que oui. C'était un homme bien, vous savez, votre grand-père. Votre père ne l'entendait pas tout à fait de cette oreille, mais bon, il était beaucoup plus jeune à l'époque, il n'était encore qu'un adolescent. Il ne comprenait pas les tenants et les aboutissants de tout ce que nous faisions. En quoi puis-je vous être utile, Monsieur Boisseau? Que souhaitez-vous savoir? Eh bien, justement, cette période où vous avez connu mon grand-père, je l'ai lu dans les livres d'histoire, c'est des grandes grèves. Ah, les livres d'histoire, vous savez, ils sont ce que les agents s'en font. Et justement, disons que c'était un sujet assez tabou à la maison et Oh, ce n'est une guerre de votre père. S'il était comme l'adolescent que j'ai connu. malheureusement.
Votre Je... grand-père était un de mes camarades de grève. Notre amitié s'est forgée dans la lutte pendant ces grandes grèves. Les grandes grèves. Oh, nous, on était jeunes quand elles ont commencé, mais on s'est lancé dans ces luttes au sein de la fabrique. On fabriquait du textile et des vêtements dans cette usine. Et, et un jour, les conditions de travail et le sentiment d'exploitation étaient devenus tellement forts que l'ensemble des ouvriers et des ouvrières de l'usine se sont mis en grève. Oh, c'était une période à la fois difficile et heureuse, malgré ce qu'on pourrait y penser. Car nous n'avons jamais été autant des hommes et des femmes que pendant cette grève. Et malgré la fin tragique que notre mouvement a connue, je garde cette période comme un petit cadeau que la vie m'a fait. Une période difficile mais heureux. J'étais heureux pendant cette lutte. Car nous étions tous ensemble. Et mon grand-père, Jean, C'est là qu'est le drame de cette lutte. C'est qu'avec votre grand-père, nous faisions partie d'un groupe que l'Assemblée générale des grévistes avait décidé de nous confier. Nous étions chargés de mener un certain nombre d'actions de désorganisation des services de surveillance. Car bien évidemment, nous étions surveillés. L'agence sans nom, à cette époque, faisait des ravages et il y avait beaucoup de rumeurs sur des disparitions, etc. Donc notre mission était de mener des actions afin de protéger notre mouvement et éviter que l'agence sans nom ne puisse nous toucher. Bien évidemment, nous avons échoué et votre grand-père a disparu. Il a disparu comme ça, quasiment du jour au lendemain, malgré ces dispositions si particulières et uniques. Il n'a pas pu... Enfin, voilà, un matin, il n'est pas revenu. Et si certains ont dit à l'époque qu'il nous avait trahis, moi je sais ce qu'il en est. Je sais, du moins je me doute. Je l'ai toujours cru et je pense que c'en est la vérité. Je pense qu'il a été récupéré par des agents. t'en dire tuer. Je ne sais pas. Vous savez, on ne sait pas ce que les agents faisaient des leaders de notre mouvement, ou du moins des activistes. Et comme je vous le disais, ces dispositions particulières ne lui ont pas permis de s'en sortir. Ces dispositions particulières, vous dites? Votre père ne vous en a pas parlé? Non. On n'a jamais trop su comment ça se faisait. Même Jean ne savait pas d'où ça lui venait exactement. Un matin, enfin, je sais pas, lui il le dit comme ça, un matin il s'est réveillé et il était capable, comment dire, d'agir sur la mentalité des gens qui étaient autour de lui. Mais lors de ces moments-là, il avait un aspect... Moi je l'ai vu à l'œuvre, hein, un jour, pour faire fuir des agents qui tournaient un peu trop autour de notre usine. Je l'ai vu... voilà, il est devenu blafard et ses traits se sont creusés et on voyait ses pommettes devenaient saillantes et les agents partaient en hurlant. Et lui, il disait que il était capable d'inspirer la peur chez ses ennemis. Mais j'ai jamais trop compris de quoi ça parlait. Il n'empêchait que c'était un homme formidable. Et je ne l'ai vu utiliser cette disposition qu'une seule fois. Et c'était pour nous sauver et pour nous protéger. Et dans les semaines qui ont suivi, votre grand-père a disparu.
Et cet événement s'est passé quelques semaines avant sa disparition. Oui, tout à fait. Oh, je ne saurais vous dire exactement les dates. On était en 1920, on était au mois de mai, et ça devait être à la mi-mai, quelque chose comme ça, qu'il a disparu, puisque nous, notre mouvement s'est arrêté dans les semaines qui ont suivi, le 7 juin plus précisément. Le 7 juin, les ouvriers ont décidé de reprendre le travail après les annonces qui avaient été faites publiquement concernant l'agence sans nom. Car je ne sais pas si Ils vous l'ont le savez. distribué à cette époque. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est début juin. Je crois que c'est le 1er ou le 2 juin. Ma mémoire défaille un peu, mais qu'ils ont annoncé publiquement la dissolution de l'agence sans nom et les mouvements de grève se sont arrêtés un peu partout autour de nous, dans tout Europol et nous avons, enfin, les camarades et les collègues ont décidé d'arrêter et de reprendre. Ça a été une déchirure pour moi et j'ai alors décidé de quitter l'usine et de faire autre chose de ma vie. Vous ne pouviez pas retourner à l'usine après toute cette lutte? C'était trop dur. Trop dur, ne serait-ce que de pouvoir regarder mes camarades qui avaient voté l'arrêt de la grève. C'était trop dur pour moi. J'avais trop donné pendant près de 2 ans. 2 ans, monsieur. Nous avons été en grève pendant 2 ans dans notre usine. Une épreuve, s'il y en est. Particulièrement difficile. Heureusement, nous avions le soutien de la fabrique et du syndicat. Le syndicat arrivait à nous soutenir et puis il y avait une solidarité qui s'exerçait. On voyait bien que certains d'entre nous avaient des enfants et donc il fallait bien qu'ils mangent. Donc on s'aidait, on s'entraidait les uns les autres. Et les ouvriers de la fabrique les autres ouvriers de la fabrique à travers Europol ont été formidables. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai retrouvé du travail un peu plus tard et ici à Néo Barcelone, à Alto Barcelone et enfin j'ai pu reprendre ma vie avec mes souvenirs. Ça n'a pas empêché que je sois sous surveillance. J'ai été sous surveillance pendant de nombreuses années. Peut-être le suis-je encore et je n'en sais rien. Mais bon, aujourd'hui je me suis rangé des vélos, comme on dit, et puis voilà, peu m'importe. Avec un peu de chance, ils vous auront oublié. Peut-être. Mais les agents ont la mémoire longue. Seule la mort entraîne l'oubli des agences. Et excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Souhaitez-vous boire quelque chose, mon ami? Eh bien, ma foi, un petit café, ce sera avec grand plaisir, monsieur. Très bien. Alfredo, peux-tu aller nous chercher du café, s'il te plaît? Et donc tu vois le troisième personne qui était avec vous, qui s'appelle Alfredo, va vous sort de la pièce. Et je me lève en regardant les affiches placardées au mur. Il t'en montre une avec un ouvrier et une ouvrière le poing levé et c'est ton grand-père. Il te dit que c'est ton grand-père qui l'a dessiné. Oh. Voilà. J'imprime dans ma tête. D'accord. J'observe. Et tu vois que quelques instants plus tard, Alfredo revient et il n'a pas de café à la main, mais par contre il a un paquet. Un gros paquet. Il s'approche de Willy et lui glisse à l'oreille quelques mots que tu ne discernes pas. Et tu vois Willy qui fronce les sourcils et qui te demande: pouvez-vous sortir quelques instants et m'attendre en bas, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à voir avec mon neveu. Oui, bien sûr, évidemment. Merci, monsieur. Très bien. Donc tu descends les escaliers. Et au moment où tu descends les escaliers, tu arrives en bas. Et là, une énorme déflagration vient de pulvériser le premier étage. Je suis... Tu es sous le choc. Tu as été projeté contre un mur. Tu n'entends rien.
t'as plus enfin, tu n'entends plus rien. Voilà, tu es complètement sonné, complètement KO. Et tu prends un temps avant de reprendre tes esprits et voilà, t'as la fumée, la poussière, les gravats et tu remontes tant que tu peux à l'étage et là tu vois en fait que les murs ont été, voilà, la toiture a volé en éclats, les murs, enfin voilà, donc, tu vois le corps déchiqueté de ce qui te semble être Ronnie en fait, parce que tu reconnais vaguement les vêtements déchiquetés. Ronnie est mort et en morceaux et tu vois Alfredo qui est au sol, un petit peu à l'extérieur en fait. Tu comprends assez rapidement qu'il a Une été bombe. projeté en dehors de la pièce. En fait, c'est pas tellement le boom que la puissance de la déflagration. Le boom était pas si fort que ça en fait. Mais par contre, la puissance du souffle a fait voler toute la toiture et tout le rez-de-chaussée. D'ailleurs, tu vois que Alfredo est très très mal en point. Il a, en fait, quand tu t'approches de lui, je me précipite sur lui. Ouais, tu vois que en fait, il a un énorme morceau de bois planté dans le bide. D'accord. Et ouais. Alors, t'es pas médecin, t'es pas chirurgien. Mais je sais ce que ça veut dire. Mais voilà. Et il est dans les pommes. Enfin, il est dans les pommes. Ses yeux se ferment et voilà. S'il est pas mort, il va l'être d'ici peu de temps. Tu me fais un jet, s'il te plaît. Bien sûr. 7. Il y a des sirènes au loin. Tu entends les sirènes au loin. Tu entends qu'à la porte d'en bas, on essaye de forcer la porte. Déjà ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis méfiant de base en me disant mais quoi, c'est des secours ? Déjà ? Ça force la porte en bas. La porte en bas est secouée. Ils essaient d'enfoncer la porte. Il y a quelqu'un qui essaye d'enfoncer la porte. Tu ne sais pas qui, tu ne sais pas quoi. Je descends. Mmh. J'arrive. Et je déverrouille la porte. D'accord. Et face à toi, les pompiers. Tu as 3 hommes. Chapeau, lunettes, imperméable noir. Et au moment où ils te voient, le premier qui est face à la porte sort une arme et te braque. Attendez. PAN ! Tu reçois une balle et tu tombes au sol. Inconscient. Tu te réveilles, tu ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais il fait nuit. Tu entrouvres les yeux, tu as une douleur dans l'épaule. Et en fait, il n'y a pas de secours. Tu es allongé au sol, par terre, à l'endroit exact où tu es tombé. Et tu vois bien qu'il y a des heures qui se sont passées, puisqu'il fait nuit. J'ai mal, j'ai du mal à me relever, je m'appuie sur un mur pour essayer de me remettre debout. Tu y arrives. Je titube. Et combien de temps s'est passé ? Alors, il y a une horloge dans l'entrée. Tu vois qu'il s'est passé à peu près 7-8 heures. T'as pas l'air de t'être vidé de ton sang. Je regarde ma blessure, évidemment. Voilà. La balle a traversé. C'est comme ça que tu le comprends. Parce qu'en fait, quand tu touches ton épaule, devant et derrière, t'as le trou. La balle a traversé. C'est bon signe à ce qui paraît. Il n'y a rien qui reste dedans. Je fais quand même un point de pression tant que je peux. Il faut que
J'essaie de remonter à l'étage, voir si je retrouve les corps. Il y a toujours le corps d'Alfredo, qui lui est mort exactement dans la position où tu l'avais laissé, avant d'aller ouvrir la porte. Et les restes Oui. de Willy. Je redescends, il faut que je m'occupe de ma blessure. Je vais me faire un bandage de fortune. Tu trouves de quoi faire. Dans la cuisine, des torchons, peu importe. Oui, tu trouves de quoi faire. Je suis choqué, dans le sens où Oui. il y a pas de secours. Ça fait des heures qu'il y a eu une explosion, personne ne sait. Ils Non. sont même pas essayé de porter secours aux blessés. Et ces hommes qui m'ont tiré dessus. Ah bah oui, je comprends. Tu comprends pas. Par contre, sens que je suis dans la merde. Que décides-tu de faire? Je fuis. Oui. Avec mes affaires le plus vite possible, faut que je parte. Oui. Faut pas que je reste ici. Alors, tu sors, sans encombre. Tu arrives à sortir dans la rue. La rue est totalement déserte. Il n'y a personne dans la rue. Et tu t'en vas. Tu finis, donc tu déambules dans les rues, etc. Et à un moment donné, tu te fais alpaguer par quelqu'un qui te Je dit recule d'un pas. camarade, venez avec moi. Maintenant. Je sens il veut pas faire de mal dans Il ses te yeux. dit camarade, venez avec moi. Et il te dit venez. Je suis dans un endroit que je ne connais pas Et t'es en état de choc. et j'accepte parce que j'ai besoin Donc tu d'aide. le suis. Ok. Donc tu le suis, vous arrivez à déambuler pendant à peu près une demi-heure. Et en fait, il t'emmène dans un hangar, petit hangar, genre petit entrepôt en fait, derrière des magasins. En fait, il passe par un magasin et puis vous rentrez dans l'arrière-cour et puis en fait dedans il y a un petit entrepôt qui est là. Il te dit allongez-vous là. Et après que tu te sois allongé, il ressort et il revient avec une autre personne et qui te dit bon bah c'est lui, allez-y, soignez. Et donc là tu vois le gars qui te dit, la deuxième personne qui vient d'arriver, ne bougez pas, je vais soigner ça. Il regarde, il fait bon ça va, vous avez de la chance, la balle est sortie, par contre effectivement bon, vous vous en êtes tiré vraiment de justesse, voilà. Bon, il te soigne, il arrive à recoudre un peu à l'avant, à l'arrière, t'as un bandage sur l'épaule et il te dit bon bah voilà, il va pas falloir utiliser votre bras pendant un bon moment. Vous avez quelques mois avant d'utiliser votre bras et en fait tu vois, il donne un médicament pour la douleur en disant voilà, prenez ça et ça va calmer la douleur et ça va vous faire dormir. Et donc tu le prends et tu t'endors. Quand tu te réveilles le lendemain, tu sais pas à quelle heure il est, hein, il fait jour désormais. Et le jeune homme qui t'a sauvé dans la rue, enfin qui t'a cherché dans la rue, là, qui t'a dit de venir avec lui, se présente. Il s'appelle Ernesto. Et il te donne un journal. Et sur le journal du 20 novembre 1950, t'as en une, tu as donc différentes informations, notamment tu as des encarts qui parlent de l'appel des catacombes, etc., que c'est la menace des terroristes de Jean Moulin qui revient, etc., etc. Tu as tout un article comme ça en une, et puis il prend le journal, il ouvre, et il te montre un article en particulier, dans lequel il dit que les terroristes ont déjà frappé une première fois en commettant un attentat dans Alte Barcelone, dans un petit quartier pauvre de la ville, et qui te dit il y a
il y a 3 morts. On a dénombré 3 morts. Est-ce qu'il cite les noms? Non. L'article ne donne pas les noms. Mais dans ma tête, ça fait... On était 3, ouais. Voilà. Vous étiez 3 dans la maison. Et clairement, les responsables, c'est les terroristes à la solde de Jean Moulin. Voilà. Chose qui me surprend. Enfin, voilà, moi, les gars qui m'ont tiré dessus, c'était des hommes... Bah après, j'ai jamais rencontré de terroristes, mais... Bon, ça ressemblait quand même grandement à des agents. Bah ouais, T'as peut-être jamais rencontré de terroristes, mais par contre, t'as déjà rencontré des agents. c'est ça. Donc, pour moi, ça... Bah, ça pue la désinformation, quoi. Ah bah, clairement. Clairement, dans ta tête, ça fait ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il te dit, Ernesto. Il te dit, il y a une erreur, déjà. Puisqu'il n'y a pas 3 morts, il n'y en avait que 2. Ouais. Vous étiez un ami de Willy? C'était une connaissance de mon grand-père. Un très bon ami de mon grand-père. Eh bien, désormais, aux yeux des agents, vous êtes mort. Quoi? Oui. Puisque vous me dites que c'est eux qui vous ont tiré dessus. Aux yeux des agents, vous êtes mort. Et là, tout défile dans ma tête en me disant... Si je suis considéré comme mort... ma vie doit devenir très, très compliquée. Ernesto te dit que si jamais t'as besoin d'un coup de main, il connaît des copains sur Halte Paris qui pourront peut-être t'aider. Ouais. Et donc, Ouais. eh ben, il te donne les contacts. Ernesto, merci. Merci beaucoup. J'ai... Il te dit, tout ce que je peux faire, c'est lui offrir un paquet de clopes en disant bah merci. Merci. regarde le paquet de clopes. Merci. Bon, ça vaut pas grand chose, mais je sais que ça sur moi. Donc il te dit que tu peux rester là encore aujourd'hui, mais que par contre ce soir il va organiser ton exfiltration vers Halte Paris. Il va s'arranger pour que tu puisses retourner sur Halte Paris. Merci. Merci beaucoup. Donc il te laisse te reposer. Je m'allonge tant que je peux dans une position qui... Avant de partir, il te demande si tu as besoin de quelque chose en particulier avant ce soir. Si tu as besoin, je sais pas moi, de vêtements, Non, déjà il a prévu le ticket d'usage social, donc le TUS. Il t'a prévu un TUS déjà pour que tu puisses prendre le métropolitain. Mais si tu as besoin d'autre chose, des vêtements propres. Et ben il te ramènera ça. Il te ramènera ça. Tu as déjà fait beaucoup de choses pour moi, Ernesto. Je te remercie. Je le devais à Willy. Vous le connaissiez bien? Willy, surtout Alfredo. Mais Willy était un homme bien. Willy était un homme bien. Le soir arrive. On vient te réveiller, tu t'étais rendormi. Tu te changes. Et on t'emmène en voiture jusqu'au métropolitain. Et là, on te dit bah bonne chance. Tu reprends le métropolitain et tu retournes sur Halte Paris. Quelle est la première chose que tu fais quand tu descends du métropolitain 1h30 plus tard? Je sors mon porte-monnaie. Il est bien vide. Ah, mais je ne parle pas d'argent, mais toutes mes cartes d'identité qui n'ont plus de valeur en fait. Ça vaut plus rien. Je sais que dans les agences, je présente ça. Ça va être mal vu, parce que s'ils font un contrôle, effectivement, officiellement tu es mort. Oh putain. Ah, tu sais ce que tu te dis. Je déambule dans la gare, je trouve un
Un coin tranquille où il n'y a personne qui passe. Oui. J'allume mon briquet et je brûle mes papiers. Ils n'ont plus aucune valeur de toute manière. Tu vois tes papiers flamber. Et désormais, tu n'es plus Charles Boisseau. Comment t'appelles-tu désormais? On m'appellera le boiteux. La fin de journée se passe. La nuit, il faut que tu trouves un endroit pour la nuit. Que fais-tu? Je connais bien Alto Paris. Très bien. Tu connais des endroits où, on va dire, délaissés par les agences. J'ai essayé de me trouver un petit coin. Sans trop grande difficulté. Ça sert à rien que je rentre chez moi. Je n'ai pas grand-chose. C'était déjà pas vraiment chez toi. Hein. C'était un squat que tu avais ouvert pour dormir quelque temps. Je n'avais pas grand-chose déjà à moi. Alors, je trouve un endroit tranquille. Je pourrais panser mes plaies, me rétablir. Tu trouves assez vite, pas très loin de la gare. Tu remarques certains appartements dans des immeubles éteints, là où les autres sont allumés. Tu peux décider de monter, d'en ouvrir un pour voir s'il y a quelqu'un dedans. J'y vais avant de... Je déambule dans les couloirs, justement, en écoutant bien aux portes. Les mouvements, une télé allumée, Alors, t'entends pas de télé allumée, mais la radio. ouais, à la radio, on parle notamment de plusieurs attentats qui ont eu lieu dans différentes parties de la Titanopole. Mhm. On en dénombre 4 attentats, dont celui De Barcelone. d'Alto Barcelone. Ouais. Au total, on estime à peu près à une quinzaine de morts le nombre de personnes décédées dans les différents attentats. Voilà ce qu'on dit. De toute Et façon, après, le reste des infos parle de ce qui se passe, le conflit entre l'Interzone et Novaya Rodania. les nouvelles habituelles, quoi. Voilà. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent. J'essaie de trouver une porte où il n'y a aucun son. Et j'essaie de fracturer. Tu arrives à en trouver une. Tu veux la crocheter? Ouais. Alors fais-moi un dé. Donc tu es assez doué et c'est peu difficile. 7. Et ben ça passe. Tu arrives à ouvrir la porte sans faire de bruit plus que ça. Et l'appartement est vide. Bien. Il y a une chaise, une table, un matelas par terre. Rien d'autre. C'est juste une pièce en fait. Il y a vaguement une autre petite pièce qui sert vite fait de salle de bain avec ce qui ressemble à une douche et un lavabo. Il n'y a même pas de cuisine. Bon. J'observe la pièce. Je regarde les fenêtres aussi, les issues, escaliers de secours, des choses comme ça. Alors l'escalier de secours, il donne sur c'est la fenêtre qui donne La sur fenêtre. l'escalier de secours extérieur. Ok. Donc je regarde, je prends, voilà, je me familiarise avec l'endroit et je vais à la salle de bain pour nettoyer mes plaies, refaire le bandage, médicaments, et je vais me coucher. Ok. Bien. Et je, entre guillemets, piège la porte. Je fais une petite alarme si jamais quelqu'un essaie d'entrer. Ok, très bien. La nuit se passe sans problème particulier. La nuit est courte, puisque au final, le temps que tu fasses tout ça, il est quand même déjà pas loin d'1h30, 2h du matin. Tu es réveillé par le soleil. Tu es réveillé par le soleil à travers la vitre. Que décides-tu de faire ce matin? Il s'est passé 2 jours depuis ce qui s'est passé à Alto Barcelone. Enfin, l'attentat.
J'ai des guillemets qui se font dans ma tête à chaque fois que j'entends ce mot-là. Hmm. Je suis... je suis en colère. C'est injuste. Mais je me souviens qu'Ernesto m'avait conseillé d'aller voir des connaissances à lui à Alto Paris et ben je vais essayer de les trouver. Je vais Très essayer de bien. les trouver. Tu vas passer quand même plusieurs jours en fait à te remettre dans ce petit appartement. C'est mon camp de base, on va dire, le temps que... Faut que je Très trouve à manger, faut que je trouve... Alors, tu vois au bout de 3 jours pardon, dans le même appartement que du coup ça bouge en dessous, ça bouge à côté, etc. Tu te dis que peut-être il faudrait que tu changes. Faut pas que tu restes au même endroit trop longtemps. Ouais. Sinon on va se poser des questions. Eh ben, on va dire le soir du deuxième jour, je me suis reposé l'après-midi, je décide de partir dans la nuit. D'accord. Donc tu pars par escalier de secours je suppose ou par l'entrée principale. Escalier de secours. Ok. Que décides-tu de faire à ce moment-là? D'aller voir les contacts d'Ernesto? Ouais. Parce que je suis un peu désemparé. Je suis encore, mal remis de ma blessure, évidemment. Ça fait que quelques jours. Donc j'ai mal, j'ai besoin d'un endroit où me reposer. Trouver des personnes à qui faire confiance, même si c'est que pour un temps. Ernesto m'a conseillé ces gars-là. Il m'a aidé. Je considère que je peux lui faire confiance. Et donc tu te rends dans le secteur de Neuilly, à Halte Paris, au nord-ouest. Et donc en fait l'adresse qu'il t'a donnée, en fait il s'agit d'un garage. D'un garage pour voiture. Et bon, défraîchi. Clairement il doit pas voir des clients tous les jours. Ouais. Et donc là t'as un homme au comptoir qui s'apprête à fermer. Hey. Excusez-moi, monsieur. Oui, que puis-je pour vous, monsieur? Je suis un ami d'Ernesto, il m'a dit que... Hop. Patientez, s'il vous plaît. Il sort. Et c'est une femme qui revient. Une femme qui a à peu près la cinquantaine. Et qui te Dame. dit... Comment vous appelez-vous? Et là, j'ai un moment d'hésitation. Le boiteux. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et donc, elle t'emmène dans l'arrière-cour du garage. Elle te fait faire tout un petit dédale à travers des... Tu sens clairement que derrière la façade, c'est fait de briques et de brocs et voilà. À un moment, elle descend en fait une échelle. Donc vous descendez. Difficilement. Difficilement. Elle remarque que tu as du mal à descendre. Et elle te dit, vous êtes blessé? Oui. Que vous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Je me suis pris une balle. Une balle. Et oui. Par. Par un agent. Elle dit trop rien. Elle t'emmène avec elle. Et vous finissez par arriver dans une... Elle ouvre une porte en fait, dans un... Tu vois, c'est un petit couloir, c'est pas vraiment des égouts, mais tu sens que c'est un petit tunnel sous la rue, et elle finit par déboucher sur une porte qu'elle ouvre. Et derrière cette porte, en fait, il y a un photo fluide dans un coin, et une table, des chaises, et il y a un lit dans le fond.
Je suis intrigué par le photofluide parce que j'en ai juste entendu parler par les publicités, j'en ai jamais vraiment Bah, vu en enfin, si, fonctionnement. t'en as vu, mais sur des panneaux d'affichage photo Voilà, fluide, il y en a quelques-uns, voilà. Et c'est assez désagréable le bruit de succion qui ouais. émane à chaque fois que voilà, il y a des bruits de succion comme ça de temps en temps et tu vois, elle va sur le photo fluide et elle tape quelque chose, tu sais pas quoi. À chaque fois qu'il y a une image qui apparaît sur le photo fluide, ça fait vraiment ce bruit de succion, c'est un peu organique, un peu dégueulasse. Comme si on Euh, ravalait un glaire, c'est affreux quoi. ouais, c'est À ça, chaque fois j'entends. c'est assez Ah. dégueulasse et pour ceux qui ont vu Existence. Et donc, et du coup, elle te dit pourquoi Ernesto. Enfin voilà, elle s'attable, elle te montre un endroit, il y a le monsieur que tu as vu en fait qui t'a accueilli apporte à manger pour vous deux. Et il repart aussitôt. Et Avant d'entamer, moi je fume une clope. Ça vous dérange pas? non. Je m'en Et prie. donc elle te demande en fait en gros de lui raconter ton histoire. Pourquoi Ernesto t'a envoyé ici. Je... Vous avez entendu à la radio les attentats, enfin les attentats. Eh ben, j'étais à Alto Barcelone voir un ami de mon grand-père, Willy. Willy Ronny. Oui. Et j'étais juste venu lui parler de mon grand-père, savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Et à un moment, son fils était remonté à l'étage avec un paquet. Et apparemment, ce paquet était une bombe. Ils m'ont demandé de les laisser. Et là, il y a eu une explosion. Je me suis relevé difficilement. Willy était mort. Son fils s'agonisait. On a tambouriné à la porte. Je suis descendu pensant que c'était les secours et on m'a abattu. Des hommes chapeau, trench noir, Elle te dit oui. Les agents. des agents. Pas de témoins. Et ils m'ont laissé pour mort et Ernesto m'a trouvé alors que j'irais dans la rue et m'a aidé. Il m'a aidé. Elle te dit qu'elle va demander à un de ses amis de passer pour s'occuper de ton bras et que elle reviendra, enfin, et qu'après après tes soins, elle va te demander de partir et qu'elle te recontactera plus tard. Merci. Je commence à manger. Voilà. Et donc Vous êtes manger, etc. Je Vous suis Adeline. Enchanté. Et donc elle te dit que voilà, elle te recontactera plus tard. Elle te fera passer un message. Par contre, elle a besoin de savoir à quel endroit elle est sûre de pouvoir te joindre assez efficacement. Je réfléchis un petit peu. Je me dis qu'une consigne de gare, en général, tu vois, t'as un casier, tu peux planquer des affaires. Ça me paraît pas trop surveillé. Je me dis que. Elle a mieux à te proposer éventuellement à la gare. En fait, Dites-moi. elle te mettra un mot, une annonce avec le terme le boiteux dans le message qui te donnera des indications. Elle mettra sur le panneau d'affichage de la gare. Elle le fera mettre sur le panneau d'affichage de la gare, donc soyez passez de temps en temps pour voir. Ça et marche. Elle te mettra un mot. Une fois le repas terminé,
elle te propose de t'allonger et que son ami va pas tarder. Donc son ami arrive à peu près 1 heure plus tard. Il ne prononce pas un mot, il ne t'adresse pas la parole et il vérifie ton bandage. Il a une petite moue satisfaite en mode bon, ça va, ça a été bien traité, ça a été bien géré. Et donc du coup il refait les soins, il refait les bandages, etc. machin, il te donne des médocs pour la douleur et il repart. Merci. Il ne t'adresse pas un mot. Et il repart aussitôt dès qu'il a terminé. Curieux. Et donc une fois que tu as pris ton médicament pour la douleur, bah, tu finis par t'endormir. Et quand tu te réveilles, en fait c'est le mec qui t'avait accueilli qui te réveille et qui te dit venez, on y va. Et donc il te fait ressortir, il te fait passer par d'autres petites ruelles, etc. machin, qui te fait sortir à un autre endroit du bloc. Et du coup bah voilà, tu repars. On va faire une petite ellipse. Bien. On va faire une petite ellipse d'à peu près 6 mois. Il va se passer 6 mois avant que tu vois sur le panneau de la gare par laquelle tu es arrivé un petit panneau disant le message convenu, le boiteux. Et tu as en fait c'est un message un peu particulier avec une espèce de code. C'est formulé un peu comme si c'était un message anodin et qui tu comprends assez rapidement que l'objectif c'est que tu ailles retrouver Adeline. Elle te propose de la retrouver. Je me prends le message. Ok. J'ai une adresse ou un endroit de rencontre. Bah c'est le Un garage. endroit. Mm. Ok. Et donc quand tu y vas, donc toujours le même mec à l'entrée qui te reconnaît, Je sais même si c'était il y a 6 mois. Oui. Il te dit venez avec moi. Vous sortez tous les deux du garage, par là où vous êtes rentrés. Il ferme le garage, il tire le rideau. Et vous allez comme ça vous déplacer pendant près de 2 heures à pied. Et il va finir par rentrer dans un immeuble, mais il va pas monter les étages. Il va passer par l'arrière-cour et il va descendre. Il y a une bouche d'égout en fait à l'intérieur de l'arrière-cour. Vous descendez dans les égouts et au bout d'1 heure de nouveau dans les égouts à peu près, vous finissez. Il te dit hop, c'est ici. Et il frappe à la porte d'une certaine façon. Et la porte lui répond. Même son. La porte s'ouvre. Et le mec te dit allez-y, entrez. Et il s'en va. Ok. Je le regarde partir. Je regarde à droite, à gauche. Ok. Je vois rien d'autre. Non, t'es dans les égouts, il fait super sombre et non, il n'y a rien de... Je rentre. Voilà. Donc une fois que t'es rentré, la porte est reverrouillée, tu vois de l'autre côté qu'en fait il y a plein de loquets de chaque côté de la porte pour la bloquer. Et en fait, tu rencontres en fait, il y a un homme assis à une table. Celui qui vient de t'ouvrir en fait s'en va. Il passe par derrière, il prend une autre porte et il s'en va. Et tu vois... Attends, je vais le déplacer. Et tu vois 7 hommes qui t'attendent. Et qui tu dis... Le boiteux, c'est ça? Oui, monsieur. Je suis le lieutenant Durati. Droite. Durati. Durati. Je pense que... on pourrait peut-être avoir besoin de vous. Et là,
Je suis à votre disposition. La discussion en substance, c'est de dire que voilà, la résistance aurait besoin de gens comme vous. On aurait besoin de certains de vos talents. Et que vous avez été surveillé pendant ces 6 mois. Et que votre capacité à ouvrir des portes et votre capacité à changer votre apparence pourrait être fort utile pour notre groupe de résistance. Je regarde autour de moi s'il y a d'autres hommes. Non, vous êtes que tous les deux. On n'est que tous les deux. Bon. Et donc, il te propose en fait tout simplement de leur filer un coup de main, de faire partie du groupe. Il te propose de te recruter. Je sors un paquet de clopes. Il sort le sien. Je lui tends une cigarette. Il t'en tend une. Je la prends Il prend la tienne. et je lui offre mon feu. Voilà.